avant même le confinement, je me rappelle de réflexions que j'ai eues avec mes éditrices qui m'ont dit « Si ça tourne mal, si on va au confinement, alors on réfléchira à la manière dont on réorientera nos vies. » Et je me suis dit, tiens, ça c'est une réflexion de nouvelle génération. Moi, ancienne génération, j'aurais tendance à penser qu'il y a eu l'avant-Covid, il y a le confinement, et après, il y a un après-Covid, mais qui aura le même goût qu'avant. Après plus d'un mois et demi de confinement, la Belgique se dirige doucement vers l'après-Covid-19. On a voulu profiter de cette pause forcée et inattendue pour discuter de ce moment si particulier et pour évoquer le monde de demain. Pour ce 3e épisode, c'est avec Alain Lallemand, journaliste, correspondant de guerre et romancier, que l'on se pose cette même question, est-ce que c'était mieux demain ? Les premiers comptes rendus qui m'ont véritablement convaincu que quelque chose de grave se produisait, ce n'est pas dans la presse américaine que je l'ai trouvé, c'est dans la presse italienne. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y avait pas de porte de sortie. Et tout d'un coup, nous sommes face, au cœur même de l'Europe, à quelque chose que nous ne parvenons pas à dominer. C'est extrêmement existentiel de se dire, tiens, voilà quelque chose qui nous arrive et nous n'avons pas compris. Si vous regardez ce que peut être une période de confinement dans des États comme l'Irak en guerre ou la Turquie en tremblement de terre, vous avez toujours ce sentiment automatique et déplacé de supériorité européenne et de vous dire mais nous, on va y arriver, c'est pas un problème. Et puis tout d'un coup, une démocratie se retrouve submergée par une vague sanitaire qui le dépasse, qui le déborde. Et nous n'avons nous-mêmes pas été très loin d'être débordés, soyons clairs. Donc c'est très intéressant, vous vous dites, tiens, est-ce que la démocratie dans laquelle je vis, et dont je dis en tant que romancier depuis 2 ou 3 romans qu'elle est gavée de paix, qu'elle est presque pourrie de paix, qu'elle ne sait plus, qu'elle n'a plus ses repères de valeur, est-ce que malheureusement cette pandémie est en train de lui tendre une perche pour aller à la redécouverte de valeurs, d'automatismes salutaires? Question en suspens. Nous sommes dans un conflit total. C'est-à-dire qu'on a besoin des ressources de l'ensemble de la société, de l'ensemble de la population, mais on n'est pas du tout dans l'arbitraire d'une guerre, où il y a un ennemi qui est identifiable et où cet ennemi va s'amuser pour des raisons tactiques, stratégiques, simplement par cruauté, pour saper le moral de l'ennemi, à provoquer des massacres qui vont avoir un impact sur votre vécu humain. Ici, il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'assassinat d'enfants, il n'y a pas de maison brûlée, il n'y aura pas de vengeance à la fin de la crise, il n'y aura personne à tondre. Attention, il n'y a pas d'ennemi, on est face à un virus, donc on est tous ensemble. Je pense que c'est très important de garder cela à l'esprit pour ne pas que soudainement la population belge se dise « Tiens, je suis passé à travers cette crise du coronavirus quand j'avais 20, 30 ou 40 ans, je peux mieux comprendre ce qui se passe en Inde ou au Pakistan. » Foutaise. Le niveau de danger auquel est confrontée aujourd'hui la population en Indonésie, à Sumatra, en Inde, au Pakistan, n'a rien à voir avec ce que la population belge traverse avec un certain confort pour l'instant. Nous ne pouvons pas considérer aujourd'hui, avec 5000, 5500, 6000 morts en Belgique, que nous sommes dans une situation comparable à ce que vivent des populations dans des conflits totaux. Je veux dire par là que nous continuons à considérer que le simple fait d'être en vie nous donne le droit de vivre, par exemple, jusqu'à 70, 80, 85 ans, et si possible de vivre en bonnes conditions. La réalité d'une zone de guerre n'est pas celle-là. La réalité d'une zone de guerre est de se dire que la vie est un cadeau,
Pour une raison que l'on ne s'explique pas, il se fait que nous sommes toujours en vie et que le voisin ou la voisine peut-être ne sont plus en vie. L'arbitraire de la guerre est passé et on se dit, tiens, cette vie que j'ai reçue en cadeau, c'est déjà pas mal si elle a pu durer jusque maintenant. Il n'y a pas de certitude et il n'y a certainement pas de droit sur le fait que je vais pouvoir vivre jusque 70 ou 80 ans. Par ailleurs, il y a cette dimension qui n'est plus une dimension éthique, mais qui est une dimension quasi religieuse, de se dire, tiens, s'il n'est pas garanti que ma vie peut aller jusque 70 ou 80 ans, si cette vie est un cadeau, qui m'a fait ce cadeau? Et si cette vie tient à un sens, non pas par sa longueur, mais parce qu'elle doit contenir, alors quel est le sens de la vie? Il faut bien se rendre compte que cette crise, plutôt que de remettre en cause l'ordre économique précédent, va plutôt le renforcer. On sait ce que donne une épidémie lorsqu'elle est internationale. On a le recul de l'histoire. On voit qu'après les épidémies, on a une amélioration de l'équité sociale et économique de la population. Mais pour qu'il y ait amélioration de l'équité sociale et économique, il faut que l'épidémie atteigne des proportions extrêmement importantes, ce que nous n'avons pas encore ici à l'heure actuelle, et par ailleurs, il n'est pas suffisant de le vouloir. Il n'est pas suffisant de dire « je veux un nouveau monde demain », il faut véritablement œuvrer pour le faire advenir. Parce que, qu'est-ce qui se passe après l'épidémie de peste au Moyen-Âge? Eh bien, une grande partie de la puissance de travail disparaît, donc les travailleurs manuels sont en position de renégocier leurs conditions salariales avec les possédants. On a un rééquilibrage de l'équilibre entre le capital et le travail. Bon, est-ce que nous en sommes là? Non, évidemment, non. Par ailleurs, nous avons de grandes spécificités à cette crise et à l'époque à laquelle cette crise survient. Quel est un des éléments de réponse à la crise du coronavirus? C'est la digitalisation du monde. C'est pour cela que nous continuons à être informés, à avoir une reliance sociale, à avoir un certain confort psychologique. Mais la digitalisation du monde est du côté des possédants, des personnes qui vont être rétives à une modification de l'ordre. Je ne pense pas qu'Amazon ou BlackRock soient en quoi que ce soit diminués par cette crise. Au contraire. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait de grands basculements à attendre. Beaucoup de gens se trouvent dans une précarité qui a été accrue par la crise du coronavirus. Ce qui va se produire, c'est qu'au déconfinement, ils vont s'empresser de retourner dans le système de production pour recréer de la trésorerie, pour pouvoir simplement manger, payer les loyers, s'en tirer. Mais il n'y a rien à faire. L'effet de crise que l'on voit dans plusieurs secteurs, notamment au niveau de l'édition, sont des effets de crise qui vont porter leurs effets à l'automne, à l'hiver. Et à ce moment-là, lorsque la crise sanitaire sera probablement derrière nous, mais que la crise économique frappera très fort, à ce moment-là, la population risque, là oui, de pouvoir se mobiliser et de dire si nous devons retourner par exemple à des élections, quel sera le résultat de ces élections? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont voter pour un nouveau monde? À mon avis, pour un autre monde, oui. Mais je ne sais pas si ce sera à gauche, à droite, je n'en sais rien. Je ne suis pas Madame Irma. L'une des choses qui, à mon avis, est extrêmement importante, c'est de trouver des ressources pour faire face à la fois à l'exigence sanitaire et à l'exigence économique. Il faut modifier non pas les taux d'imposition fiscaux, mais l'assiette fiscale. En d'autres termes, nous devons arriver à avoir une fiscalité de base européenne commune pour éviter les effets de distorsion. Et par ailleurs, nous devons nous mettre d'accord
pour lutter absolument contre toutes les évasions qui ne permettent pas de couvrir la totalité de l'assiette fiscale. Il faut que tout le monde, capitaux, travail, soit imposé d'une manière équitable. Le gros problème du Pakistan est non seulement d'être le berceau des talibans, il faut gratter un peu plus, il faut essayer de comprendre pourquoi, avant les talibans, il y avait les conditions de nourrir un extrémisme religieux. Eh bien, l'une des raisons est que l'assiette fiscale au Pakistan, en réalité, ne couvre que 5% de la masse économique du pays. Donc, ne payent des impôts qu'une partie extrêmement réduite. Des personnes qui sont absolument captives de salaires qui sont payés par l'État. Les grands propriétaires terriens, les richissimes propriétaires terriens de ce qu'on appelle, dans le langage du Sindh, les baraderies, presque les frères de terre, ne payent pas d'impôts. Et c'est cette distorsion affolante entre les ultra-riches et les ultra-pauvres qui fait que vous avez une situation aussi explosive que celle des talibans. Si demain, nous n'arrivons pas à faire payer en Belgique une juste participation au développement des hôpitaux, donc impératif sanitaire, si nous ne mettons pas une politique fiscale intéressante, globale, au service d'un développement sanitaire, on ne va pas y arriver. Moi-même, vous-même, vous n'allez plus accepter de payer vos impôts si vous savez que d'autres y échappent si facilement. La presse oublie souvent, et je l'oublie moi-même parfois, que l'important n'est pas d'agresser, l'important n'est pas de blesser. On peut faire des remarques extrêmement profondes, extrêmement contradictoires, en demeurant bienveillant. Il faut que nous fassions très attention au ton. Je pense que là, c'est le moment d'activer une communication non violente, d'activer une riposte qui soit celle que l'on voit dans les processus de réconciliation nationale après les conflits, par exemple. On n'est pas ici dans une logique de réconciliation nationale. Nous serions dans une logique de protection du consensus national. On garderait l'unité nationale en se permettant des critiques qui ne vont pas heurter les personnes, qui ne vont pas leur faire perdre la face, mais qui seront bien captées par tout le monde comme étant des critiques absolument importantes. Pour moi, ça a été l'une des choses les plus intéressantes de cette crise, c'est de voir à quel point nous étions capables de lisser un discours qui n'attaque personne, qui essaie juste de trouver une vérité fondamentale. Moi, je n'ai pas de crainte pour le journalisme de demain. Je n'ai pas de problème sur la capacité des journalistes et de leurs chefs de service à réinventer le mode de collecte et de transmission de l'information. Par contre, soyons clairs, au niveau économique, ça va très mal. Je ne serais pas étonné que l'épisode Covid provoque moins un chamboulement de société, mais plutôt une accélération de passage de témoins dans les générations. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons, avant Covid, une société où nous avons un chômage massif des jeunes et un burn-out des générations anciennes. Un mauvais partage du travail et des revenus. Ça me semble évident. À partir du moment où passe le Covid, il est possible que dans le discours, une nouvelle génération sente que son moment est venu, non pas tant au niveau politique ou médiatique, mais dans des tas d'économies ou dans des tas d'activités culturelles. Et ce sera donc alors un accélérateur. Par exemple, je suis le théâtre francophone belge. Plusieurs directeurs de théâtre s'accrochent à leur direction, avec de jeunes acteurs qui sont pleins de rage. Ça n'a rien à voir avec le Covid, ça a à voir avec le passage de témoins, la capacité des plus anciens à céder le relais. Peut-être qu'après le Covid, des acteurs enragés diront « il est temps »
que maintenant, nous soyons les personnes qui prenions le pouvoir, qui prenions les subsides, qui prenions la tête d'affiche. Ça pourrait être intéressant. Et aussi étonnant que ça puisse vous paraître, moi qui suis la vieille tête d'affiche, eh bien ça va m'intéresser. C'était Mieux demain, un podcast LN24 réalisé par Brieux Beckers, Guillaume Denil et Vincent Schmitt. N'oubliez pas de vous abonner à LN24 sur votre plateforme de podcast favorite. Retrouvez-nous également sur YouTube et en télévision. Plus d'informations sur ln24.be.